Le Grand Barça est de retour. En tout cas, on va se poser la question. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo du Club des 5. On continue le débrief de ce PSG FC Barcelone, la victoire du Barça 3-2. On a fait la vidéo sur le Paris Saint-Germain qui est sortie dans la nuit. Là, on va se poser et on va parler du FC Barcelone de Xavi qui s'est imposé au Parc des Princes et qui a pris une belle option pour la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Je suis avec Walid Acharchour et Elton Mokolo. Salut les copains. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Toi, tu vas bien ? Écoute, ça va bien. Ouais. Bah oui. Sourire un petit peu ou pas ? Le Barça est de retour. T'as la mi-temps d'une double confrontation. Ouais, c'est Il y vrai. a un match retour. C'est vrai. Ça va être intéressant et on verra dans la fin de l'émission. Je vous demanderai vos petits pronos pour le match retour. On a fait le débrief hier de ce PSG-Barça. On a beaucoup axé sur le Paris Saint-Germain et c'est normal, il y avait des choses à dire. Mais en face, Elton, il y a eu une belle équipe du FC Barcelone. Est-ce que pour toi, rapidement, c'est le meilleur match du Barça cette saison et depuis peut-être un bout de temps ? Le meilleur match du Barça cette saison, on peut dire oui. On peut dire oui avec beaucoup de conviction parce que compte tenu de l'enjeu, compte tenu de la réalité de la rencontre, je veux dire à un moment donné, le Barça était mené 2-1, je pense que c'est le meilleur match. Alors c'est un Barça qui reste imparfait, faut préciser là-dessus, et ça te garantit pas la qualification, mais dans cette capacité de répondre présent à l'événement, oui pour moi c'est le grand match parce que tu pourras avancer des matchs comme le Real Betis, Anvers, mais enfin on n'en est pas à ces considérations-là parce qu'il était question de quoi ? Il était question dans un premier temps d'un match de Liga au mois de septembre, dans un deuxième temps d'un match de Ligue des Champions la première journée, rien à voir avec un quart de finale à l'extérieur, ton premier quart de finale quand même depuis 2020 et ce fameux 8-2 contre le Bayern. Alors oui, moi je considère que c'est le meilleur match de la saison pour le Barça, même si encore une fois il y a des choses à redire parce que encore une fois au sortir des vestiaires t'as pas bien réagi, t'as pris 2 buts en 5 minutes, ce qui était largement évitable, mais à côté de ça t'as réussi à réagir et pour moi c'est l'info la plus importante avec la victoire bien évidemment. Walid, on a vu plusieurs Barça dans ce match-là. Un clinique notamment en deuxième mi-temps. On a vu un Barça parfois dominateur, parfois qui a su subir aussi. Et puis on a eu ce petit trou noir en début de seconde période. Mais globalement, la copie, elle est quand même hyper positive. Après, tu joues quand même un adversaire qui a le droit de réagir après une première mi-temps qui a été catastrophique pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, ils ont été décevants. Parce que le Barça a fourni une première mi-temps très consistante avec pas mal de situations, avec des individualités qui ont répondu présent, avec un plan qui a fonctionné. Tu prends quand même un but de Ousmane Dembélé, c'est pas tous les jours le cas. Et derrière, le PSG a aussi le droit sur le deuxième but de très bien jouer au football. Maintenant, ce qui est important, c'est comment tu réagis à tout ça. Et c'est vrai que dans une deuxième mi-temps qui n'a pas été complètement folle de la part du Barça, ils ont réussi à maximiser tout ça avec une qualité technique sur les CPA, les coups de pied arrêtés, notamment sur le troisième but, et sur ce très beau but avec Pedri à la passe et Rafinha à la finition. Et ça suffit parce que même à 3-2, on aurait pu imaginer le PSG revenir à 3-3 dans une fin de match avec un Mbappé qui pourrait avoir le rôle de sauveur. Il a très bien été géré, très bien été annihilé. Et finalement, Ter Stegen, on l'a très peu vu. Donc tout ça me fait dire quand même que le Barça a rempli le cahier des charges. Et puis même, tu posais la question à Elton sur notamment est-ce que c'est le meilleur match du Barça ? En vérité, moi, je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que contre qui tu l'as fait, où ça, et quel est ton passif dans cette compétition ? Et quand on regarde, même quand le Barça, alors, le PSG était peut-être dans d'autres considérations, avec un effectif différent, mais le grand Barça a gagné une fois au Parc des Princes. C'est en 2015. Exactement. À l'extérieur. En 2013, ils font 2 partout. Ok ? L'année où ils reviennent du 4-1, notamment au retour, ils font un partout. Et en 2017, il y a le 4-0. Et en 2017, ils perdent 4-0. Le Barça était peut-être meilleur. Le PSG était meilleur à l'époque. Même avec ça, ils n'ont jamais gagné là-bas. Donc on peut pas banaliser ce que vient de faire le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. Pas en phase de poule, pas en 8e, non, dans un quart de finale aller de Ligue des Champions. Donc ouais, ce soir, oui, il y a pas mal de choses à dire et à retenir de manière positive pour le Barça. Elton, on a beaucoup parlé de la première période ratée du Paris Saint-Germain. Elle l'a été aussi parce que le Barça a su identifier des zones de faille. Je pense notamment à tous les décrochages qu'a pu faire Lewandowski pour amener Beraldo avec lui et puis ça a laissé des espaces complètement dingues dans lesquels s'infiltrait Yamal ou Rafinha.
c'est un vrai travail on va parler de Xavi après, mais c'est un vrai travail qui a été ciblé et qui a été mis en œuvre sur la première période. Oui, c'est dans la continuité de ce qu'on voit ces dernières semaines quand on parle du Barça. C'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement vu sur la première partie de saison, mais tu as un jeu long qui est de meilleure qualité. Et à côté de ça, tu as des profils qui sont beaucoup plus adaptés à ce jeu. Le fait d'avoir un Rafinha qui est capable d'attaquer les espaces, on ne l'avait pas forcément vu sur toute la première partie de saison. On l'avait vu sur certains passages. Ensuite, tu as Lewandowski qui est bien mieux que sur la première partie de saison dans sa capacité à jouer dos au but. Parce que Lewandowski, en première partie de saison, il souffre énormément dos au but. Et là, on voit qu'il a une meilleure forme physique, il a une meilleure confiance par rapport à ses coéquipiers. Et dans cette capacité à faire le jeu ingrat, il est bien meilleur. Donc forcément, à partir du moment où tu as Lewandowski qui est capable d'être entre guillemets, la planche pour garder des ballons dos au but, ça permet à Rafinha de courir, ça permet à Yamal de courir, ça permet aussi à Fermin Lopez, comme on l'a vu face à Atlético, de courir. À Gundogan de s'intercaler. Exactement, et à côté de ça, avec le jeu long de Koubarsi qui est une nouveauté par rapport à la première partie de saison, et forcément, tu as des éléments pour attirer l'adversaire. Ter Stegen aussi a fait pas mal de dégagements. On le voit notamment sur l'action où Donnarumma sauve in extremis sur le PSG, parce que c'est un élément qui est très important. Aujourd'hui, on est bien conscient que dans le football d'aujourd'hui, le football en 2024, le pressing dans le camp adverse est une donnée qui est très importante. Il faut être en capacité de retourner ce pressing. Et le Barça était déficitaire là-dessus, et même les années précédentes. Et à partir du moment où le Barça est capable de s'offrir des transitions sur cet aspect-là, là, on voit que c'est un danger qui est non négligeable. Surtout, en plus, j'ai l'impression que cette équipe du Barça, elle est vraiment redevenue compétitive. Parce que ce soir, il y a des performances notables. Mais à un rythme pas si élevé que ça. En tout cas, moi, j'ai eu ce sentiment. Gundogan a joué à sa main, Lewandowski a joué à sa main. Ils l'ont fait un peu à l'ancienne au Paris Saint-Germain ce soir. Et en fait, quand tu regardes bien, c'est plus le secteur défensif, moi, qui m'a impressionné. Et pourtant, tu prends 2 buts. J'ai trouvé Koundé et Araujo très performants. J'ai trouvé Koubarsi très performant. J'ai trouvé même Cancelo sur des retours. Pas bon offensivement. Enfin, parfois un peu frustrant, alors que d'habitude, il se laisse des libertés. Et par contre, défensivement, notamment sur la première mi-temps face à Ousmane Dembélé, il l'a stoppé complètement. Donc même ça, sur ce fameux équilibre, en se disant, les gars, on est à l'extérieur, on va faire quelque chose d'assez consistant, sans se faire un match un peu comme... parce qu'on a souvent dit avec le Barça, les années Busquets récentes, etc., un peu fort à l'amo, pas fort à l'amo, un peu du hurrah football, et sur chaque transition, tu te fais transpercer. Là, j'ai trouvé que c'était très cohérent et très compact. Alors, on va parler de Xavi et de l'impact qu'il a eu sur cette rencontre, parce que mine de rien, c'était un duel tactique entre Luis Enrique et Xavi. Ça a été, dans les médias, ça parlait de ce duel-là, et Luis Enrique en a beaucoup joué, notamment en avant-match. Là, Xavi sort ce match-là où il est grandement gagnant dans son 11 de départ et dans ce qu'il a pu mettre en place sur la première période, mais aussi dans les changements qu'il a pu faire sur la seconde période pour réagir après le temps fort du Paris Saint-Germain. Oui, alors évidemment, par rapport à la compo, il y a une dynamique qui est née depuis le mois de mars, fin février, début mars, avec l'avènement de Koubarsi, le rôle de Rafinha dans un rôle beaucoup plus axial qu'avant. Pour Pepsi, il est repassé sur le côté droit. Et à côté de ça, il y a aussi les changements, les fameux changements. Alors, il y a beaucoup de gens qui pourront t'expliquer, Pedri, Christensen qui rentrent en jeu, alors qui sont titulaires en général, c'est pas quelque chose de fantastique. Christensen en milieu de terrain, c'est pas quelque chose de fantastique, mais ça a été impacté par Xavi. Pari gagnant de Xavi, à partir du moment où on n'a toujours pas trouvé au Barça le remplaçant de Busquets, et qu'on a testé énormément de joueurs dans cette zone-là. Je veux dire, il y a quand même eu Oriol Romeu, il y a eu Gundogan à un moment donné, je fais référence à cette défaite contre Girona, et tu as donc eu Christensen. Frenkie aussi. Frenkie de Jong. Et donc ces changements à un moment donné où le PSG est sur un temps fort, parce que Christensen qui sera suspendu. Parce que faut pas être non plus dans un angélisme éclatant quand on parle de la performance du Barça. Le PSG a eu la balle de 3-1. Et donc les changements de Xavi arrivent à un moment où le PSG est proche du 3-1. Les changements de Xavi ont eu le mérite de faire baisser les pulsations de la rencontre et de remettre le Barça sur le droit chemin avec en symbole. Dans un premier temps, Pedri qui fait une passe extraordinaire pour le but de Rafinha, un but qui est très important parce qu'il y a une clim qui s'installe au Parc des Princes. Et enfin, le deuxième changement, celui de Christensen, 2 minutes après, il marque. Donc c'est là où il a attendu Xavi sur sa capacité à impacter positivement les rencontres. Et pour moi, on est sur de la continuité après Naples. Parce qu'il ne faut pas oublier, à Naples, il y a 2-1 pour le Barça, mais on est sur une période de bascule où on se dit, Naples, attention, il pourrait revenir avec un 2 partout.
Il y a l'arrivée de Sergi Roberto qui est décisif sur le but de Lewandowski. 3-1, ce n'est pas la même histoire. Rebelote bis repetita ce soir, avec notamment les changements de Xavi qui à chaque fois impactent avec des faits très importants. Pas décisif pour Pedri, but pour Christensen. Walid, on a beaucoup parlé de Xavi, de l'identité de jeu qu'il voulait amener à ce Barça, de l'identité de jeu supposée qu'on pensait qu'il allait avoir de par le joueur qu'il était avant. Est-ce que tu as l'impression que ça y est, il a trouvé son identité ? C'est peut-être pas l'identité telle qu'on l'imaginait, le Barça du Xavi joueur, quoi. C'est autre chose, mais ça peut être aussi efficient. Et moi, je pense qu'il a appris de ce qui s'est passé, il s'est nourri de ce qui s'est passé notamment sur les 2 dernières années en Ligue des Champions, voire même en Ligue Europa, et qu'aujourd'hui, il concocte son équipe en fonction d'eux, et que globalement, c'est pas étranger à ce qu'il veut faire. Je trouve quand même que moi, la première mi-temps au Napoli, la première mi-temps contre l'Atlético, la première mi-temps encore ce soir, ça reste quand même... Aujourd'hui, il a 40% de possession. Oui, il a 40% de possession qui, pour moi, s'égalise beaucoup plus avec la deuxième mi-temps, même si, encore une fois, tu es à l'extérieur, donc tu es avec une équipe et un entraîneur en face qui veut aussi cette possession et qui a mis un 4e milieu de terrain, voire un attaquant qui n'en est pas un avec Asensio pour essayer d'avoir le contrôle. Donc, c'est normal que tu aies, un échange de ping-pong sur cet aspect-là. Mais la réalité, c'est que quand même, t'as pas le sentiment que cette équipe-là veut constamment laisser le ballon à l'adversaire. Ils veulent le récupérer, ils veulent en faire bon usage aussi. Après, il faut aussi mettre tout ça en rapport avec les qualités et les défauts de l'adversaire. Aujourd'hui, tu joues Mbappé, peut-être que tu vas jouer différemment face à une autre équipe. Là, encore une fois, on a vu qu'il y avait des prises à 2, voire des prises à 3 par moment pour essayer de l'isoler, pour lui donner un minimum d'espace. Donc, tu vas avoir un bloc peut-être un peu plus bas. Mais ça va te permettre quand même de toujours avoir tes principes de jeu et avoir la maîtrise du ballon. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti quand même sur les 20 dernières minutes du match et sur la première mi-temps, où cette équipe-là avait la maîtrise du match, avec ou sans le ballon. Globalement, hormis les 20 minutes de la 45e jusqu'à la 65e minute, où là, le match a un peu pris feu. Et on s'est dit comment cette équipe du Barça va réagir. Donc oui, petit à petit, c'est aussi la patte de Xavi qui est en train de se mettre en marche. Et moi, je reste quand même impressionné et bluffé parce qu'on avait quand même une équipe où les suiveurs du Barça, dont Elton notamment, parce que moi, je ne suis pas autant le Barça. Moi, ça peut m'arriver de temps en temps. Je ne suis pas autant le Barça, mais où on prévoyait l'enfer après la blessure de Jong et de Pedri, qui s'ajoute à Gavi en début de saison, où Gavi était le meilleur joueur du Barça, en tout cas au milieu de terrain. Donc pouvoir faire ça avec des vrais choix, Cubarsí à la place d'Inigo Martinez, le milieu de terrain, le fait de mettre un Sergi Roberto qui a été très bon contre l'Atlético notamment. C'est positif pour l'équipe. J'ai l'impression que ça va dans la bonne direction et que là, si tu vas en demi-finale de Ligue des Champions, tu joues l'Atlético et j'ai l'impression quand même que Xavi, face à Simeone, il a remis 3-0 il y a pas longtemps. A quand même le mojo depuis qu'il est arrivé au Barça. Il y a quand même des perspectives très excitantes qui ne sont plus arrivées depuis très longtemps. C'est marrant que tu parles de Gavi, de Christensen et de Gavi, Pedri et Frenkie de Jong parce que on a l'impression qu'il s'est passé énormément de choses du côté du Barça depuis le premier match face à Retafe parce que les trois démarrent face à Retafe. Et est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain du Barça au final, les trois ? Pour le coup, on l'a très peu vu parce que moi, je pense j'ai un parti pris. Le Xavi saison 2023-2024 est un meilleur entraîneur que le Xavi saison 2022-2023. Alors qu'il est beaucoup plus probable qu'il ne remporte pas de titre par rapport à la Liga de la saison dernière. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où il a été confronté à la difficulté tout au long de cette saison, parce que moi, j'ai pas vu 1, j'ai pas vu 2, j'ai pas vu 3, mais j'ai vu 4 Barça différents tout au long de la saison à cause des blessures, des suspensions, des états de forme, ça a amené Xavi à faire quoi ? Ça a amené à chaque fois à remodeler, à repenser son équipe pour trouver la formule gagnante. Et on a le sentiment que sur le sprint final, il est en train de trouver cette formule gagnante. Pas forcément avec des joueurs qu'on aura attendus. Je fais référence à Cubarsí, je fais référence à Christensen au milieu de terrain, mais toujours est-il que Xavi a trouvé des solutions. Et ça, c'est le lot des entraîneurs qui doivent réussir dans un gros club. On a évoqué Arteta avec Arsenal, qui a été confronté à ça. On pourrait évoquer Pep Guardiola, on pourrait évoquer Simone Inzaghi à l'Inter. Et Xavi, il a emprunté ce chemin-là. À savoir que dans la difficulté, après Bilbao, moi-même, on en avait parlé, moi je me disais, la saison du Barça peut être énormément galère. Et c'est paradoxalement, à ce moment-là,
que la saison du Barça, elle se rehausse à partir du moment où Xavi trouve des solutions. Sergi Roberto à la base, Christensen qui est solidifié au milieu de terrain, Fermin Lopez dans un rôle un peu plus avancé. Tout ça C'est contribue pas, le pas un matériel incroyable quand même. c'est pas un matériel incroyable, mais tu dois donner de la conviction, tu dois donner de la continuité. Remettre Rafinha dans un rôle de milieu axial, de milieu offensif axial, tout ça, ça fait partie du champ de compétences d'un entraîneur comme Xavi. Et là, pour le coup, ça contribue à rendre le Barça davantage compétitif. Est-ce que ça te garantira le fait d'aller au bout en Ligue des Champions? Je ne sais pas. Est-ce que ça te garantira le fait de te rapprocher du Real Madrid dans la course au titre Liga? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'à l'instant T, parce que nous, on décrit l'instant T, ça permet au Barça de s'avancer sur une fin de saison excitante à tout point de vue et d'avoir 12 matchs sans défaite. Ce qui est fou aussi, c'est que ce momentum-là, celui dont tu parles, correspond quand même vachement à l'annonce de Xavi de dire qu'il ne repartira pas l'année prochaine. L'idée n'est pas de faire le débat de savoir si ça peut être amené à changer, mais est-ce que vous pensez que ça a un impact aussi dans la manière dont il coach et donc dans la manière dont il assume peut-être encore plus son Je sais pas, mais identité? en tout cas, ça reste factuel. C'est bien mieux depuis qu'il l'a annoncé. Après, moi, je suis pas dans les têtes et je suis pas dans le vestiaire, donc je peux C'est pas. même pas l'annonce, hein, c'est le fait de le dire, Ouais, de l'annoncer. non, mais aussi d'en prendre conscience et que tout le monde voit que bah oui, il y aura pas de Après, suite, je sais pas s'il ne l'avait pas annoncé, si ce serait passé de cette manière. Sincèrement, c'est des trucs que moi, j'arrive pas à palper. Est-ce que toi tu le vois encore plus différent et peut-être un peu plus sûr de ce que lui veut mettre en place et de ce qu'il veut Non, faire? lui, d'emblée, il a écarté cette thèse en disant que non, ça restait du football et que son avenir ne conditionne pas le rendement de ses joueurs parce que à ce moment-là, ses joueurs, ils auraient été mieux avant. Non, moi, je pense que c'est des faits qui sont beaucoup plus palpables, à savoir que le Barça, faut pas l'oublier, a un calendrier beaucoup plus allégé. Je vais dire par là, Il n'y a pas de Copa. à partir du moment où tu as été éliminé rapidement en Copa, à partir du moment où tu as digéré la Supercoupe en Arabie Saoudite, ils en ont beaucoup parlé, mais tu as pu avoir de meilleurs entraînements parce que à partir du moment où tu es sur un match par semaine, bah forcément, la dynamique est différente. Bon, même si tu as eu 2 matchs contre Naples en Ligue des Champions, à partir du moment où tu as pu responsabiliser d'autres joueurs en dépit du fait que tu as eu des blessures, et à partir du moment où il y a un élément qui est très important, bah, t'enchaînes les victoires. T'enchaînes les victoires, donc tu as beaucoup plus de confiance. Ça, c'est des éléments qui sont beaucoup plus palpables. Plutôt que à partir du moment où Xavi il a annoncé son départ, et ben en gros, les joueurs ils vont se mettre au garde à vous, ils vont commencer à aligner les victoires parce que ça reste des oppositions à jouer. Et je pense que les équipes adverses n'en ont rien à faire si Xavi part ou pas. Ouais. Juste avant de terminer cette émission et de passer au prono que vous avez sur le match retour, s'il y a des perfs individuels que vous voulez ressortir, on a parlé de Lewandowski. Vous avez parlé aussi peut-être un petit peu de Gundogan, mais c'est vrai qu'on a eu l'impression que les tauliers, ceux qui ont l'expérience Ligue des Champions, Ouais, ils ont été au sont sortis rendez-vous. à ce moment-là, quoi. Déjà, on avait expliqué que la clé, ça allait être de maintenir Kylian Mbappé hors d'état de nuire. C'est ce qu'a réussi à faire Jules Koundé. On parle beaucoup en mal de Jules Koundé, mais depuis un bon moment quand même avec le Barça, c'est redevenu très compétitif. Et quand il est comme ça, il est quand même très très positif pour l'équipe, avec un Araujo qui a aussi été très très important. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le match de Lewandowski dans un rôle tout autre, pas uniquement de stats pour l'équipe. C'est un match qui ne sera pas visible, notamment sur sa feuille statistique, mais dans son importance entre les lignes, le fait d'aspirer, de permettre aux autres de pouvoir s'exprimer. Ça a encore été un match de très grande qualité. Et puis oui, Gundogan aussi, même s'il n'a pas fait son meilleur match, mais je trouve que son importance, le calme qu'il dégage, la sérénité, on sent que c'est un mec qui a fait un triplé l'année dernière, quoi. Et ça, il le diffuse autour de ses coéquipiers, avec ses coéquipiers. Donc c'est vraiment intéressant. Ce soir, moi, sur la moitié de l'équipe a minimum 7 sur 10. Parce qu'on oublie quelque chose qui pour moi est très important. Le football reste un sport collectif, mais à l'intérieur de Juste ce peut-être sport... Yamal et De Jong que j'ai trouvé un Ouais, peu voilà. Mais et même Sergi Roberto, mais à l'intérieur de ce sport collectif, c'est un sport qui reste aussi individuel dans la mesure où il y a des duels à gagner. Et moi, c'est ce que je reprochais sur les éditions précédentes et qui est en train d'être corrigé à la faveur du mercato que tu peux faire. J'ai envie de dire, quand tu recrutes Lewandowski, Gundogan, bah, évidemment, c'est des joueurs d'impact, mais aussi le centre de formation incarné par Koubarsi, c'est que dans les 1 contre 1, un Koundé remporte son duel par rapport à Mbappé. Araujo a une action qui est décisive. Koubarsi, il a remporté énormément de duels. Et au milieu de terrain, Gundogan, par sa capacité justement à faire avancer le jeu,
Lewandowski par sa capacité à faire mal à Beraldo, notamment sur le jeu aérien, et Rafinha dans sa capacité à remporter ses duels face au but, et ben tout ça, c'est quoi? C'est des joueurs qui remportent des duels en 1 contre 1. Et ça, c'est un élément qui est très important en Ligue des Champions, où tu as 2 équipes de niveau similaire qui s'affrontent, et les individualités, à un moment donné, doivent prendre le lead. Ce qui fait écho à quoi? Ce qui fait écho à ce que vous avez dit dans la précédente émission sur le PSG, où il y a des joueurs qui, en face, ont failli sur cette notion de duel en 1 contre 1. Et la question, ça va être de savoir si ça sera pareil la semaine prochaine. Si ce sera bis repetita, enfin la semaine prochaine. On est jeudi, c'est déjà dans 5 jours. Hein. Jeudi au mardi, ça va vite. Hein. Du coup, on va passer à la dernière partie de l'émission où je vais vous demander vos petits pronos. Les pronos, c'est bien sûr avec Winamax. Bien sûr, jouer comporte des risques, on fait attention aux mises que l'on met. On va vous proposer un prono chacun sur cette quart de finale, ce quart de finale retour de la Ligue des Champions. On y va aller avec... on reste sur la lignée Barça. Elton. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Alors moi, dans la perspective du match retour Barça-PSG, je vais sur la victoire du Barça. Je vais sur la victoire du Barça qui présente l'avantage d'avoir une cote à 2, ce qui n'est pas souvent le cas quand on parle du Barça à domicile en Ligue des Champions, du côté du stade Montjuïc, parce qu'il faut le préciser, ce ne sera pas au Camp Nou pour les gens du grand public. Le Barça a quand même remporté 4 matchs à domicile cette saison, et ça c'est quelque chose qui est très important. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Et moi je me dis qu'au moment de terminer l'affaire à la maison, ils vont être en capacité de le faire, parce que là tu risques de retrouver un Pedri qui aura plus de rythme, ce qui est très important, parce que j'ai pas évoqué les joueurs déterminants en 1 contre 1, mais Pedri l'a été. Tu risques d'avoir un Frenkie de Jong qui aura plus de rythme, parce que on parle de 2 joueurs qui cet après-midi n'avaient pas l'autorisation médicale, on n'avait pas encore l'autorisation. Ils l'ont eu juste avant le coup d'envoi. Ils l'ont eu juste avant, donc tout ça c'est des éléments qui sont très importants. Et même sur le facteur banc, tu peux avoir des joueurs qui en sortie de banc peuvent être intéressants, comme Ferran Torres. Donc moi je me dis que le Barça va gagner ce match contre le PSG. Le Barça n'a pas besoin de gagner ce match pour se qualifier, un match nul suffirait. Mais tu vois le Barça à 2-0-5. Ferran Torres, Fermin Lopez en sortie de banc. Walid. Moi, je vais rester quand même sur ma cohérence. Je vois le PSG gagner. Pas se qualifier, mais gagner. Enfin, tu sais pas si ça va se qualifier, voilà. mais en tout cas, ce que tu joues, c'est que tu joues la victoire du Paris Saint-Germain en 90 minutes. Je trouve la cote intéressante. S'il y a victoire du Paris Saint-Germain par un but d'écart en 90 minutes, ça part en prolongation. Mais ton pari rentre. Exactement. Et je vais miser quand même sur les 20 minutes qu'on a vues du Paris Saint-Germain. Et je me dis que dans un match peut-être complètement fou, cette équipe du PSG peut renverser les choses. Avec un Achraf Hakimi qui va revenir, avec un Warren Zaïre-Emery qui va sûrement démarrer. Et on a vu l'impact qu'il a apporté, notamment quand il est rentré. Je pense qu'il y a une différence avec Lee Kang-in. Avec peut-être un Ramos ou un Kolo Muani qui peut démarrer pour essayer d'apporter à Kylian Mbappé un peu plus de soutien, notamment. Je me dis que le Paris Saint-Germain peut peut-être le faire, et je vais rester sur mon prono que j'avais de base, c'est-à-dire que je voyais que le PSG pouvait se qualifier. Je les voyais favoris. Maintenant, je mens pas que ce match-là m'a quand même un peu douché. M'a quand même un peu douché. Mais je vais rester là-dessus. 3-15, c'est la victoire du Paris Saint-Germain en 90 minutes. Puis je trouve la cote du Barça à 2,05 sans être obligé de gagner pour se qualifier. Pas forcément super. Je la trouve pas si intéressante que ça. Moi, je vais plus loin. Je mise la qualif du PSG à 3,95. La qualif du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que avec tout ce qu'on a dit, la sévérité qu'on a eue du Paris Saint-Germain et là l'angélisme qu'on a du Barça, ça montre que pour la différence de score qu'il y a une énorme marge de progression côté PSG et peut-être une moins grosse marge côté Barça. Si le Paris Saint-Germain a un Mbappé qui est plus performant, plus cohérent, si on a des retours, comme tu disais, d'Hakimi et de Warren Zaïre-Emery, il n'y a qu'un seul but d'écart. Le Barça a montré qu'il pouvait prendre plusieurs buts à la suite, rapidement. Voilà. Le PSG doit gagner un match. Le match, il est à l'extérieur, mais le PSG doit gagner un match. Donc pourquoi pas la qualif du PSG à 3,95. Le monsieur qui est à ma droite, là, il n'est pas trop d'accord. Le PSG doit gagner par 2 buts d'écart pour se qualifier, ou on va aller en prolongation au tir au but. Oui. Mais à partir de la prolongation, c'est un autre match qui démarre. Ouais. Donc, c'est un autre match qui démarre. Oui, c'est un autre match. Il y a quand même 30 minutes de plus à la maison pour le Barça. C'est pas un enfer, Montjuïc, d'ambiance et de
Je trouve que pour l'instant, ils capitalisent pas le énormément. PSG n'a là-dessus, pas quoi. besoin d'être dans un enfer pour être en difficulté à l'extérieur. C'est vrai. Ça, c'est aussi C'est vrai, vrai. ça. C'est vrai. Parce que c'est aucune victoire à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain, Si. à part la Real c'est- Sociedad. À part la Real Sociedad, ouais, Ouais. la Real Arena. Pas mal quand même. Ouais. Parce que la Ça- Real ça rentre Sociedad en est compte. aujourd'hui un. Ça rentre en compte. Ouais. Bah oui. Ça devait être un enfer, la Real Arena. Ça devait. De moindre ampleur. Hein. Ouais. De moindre Par rapport à ampleur. Montjuic. Et puis surtout, j'ai le sentiment que les joueurs de la Real Sociedad sont un peu moins cotés footballistiquement que Ça, ceux c'est du vrai. Barça. Ça, c'est On vrai. l'a vu ce soir quand Ça, même. c'est vrai. Voilà pour les pronos par Winamax. Merci Walid. Merci à toi. Merci Elton. Merci à toi. On va peut-être aller se coucher. On va se donner Allez, rendez-vous bonne nuit. très très vite sur la chaîne du Club des 5. On vous prépare des contenus plutôt pas mal. Ouais, Sur, ça arrive. on ne sait pas si ça va sortir fin de semaine ou début de semaine prochaine ou après la Ligue des Champions. Ça va On être laisse sympa. passer l'écart et tout. Mais les trucs vont être plutôt bien. Voilà. À très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao Ciao. tout le monde. Salut.